Bonjour à tous, je crois vraiment, mais vraiment que vous vous portez bien parce que 2020 est une année assez spéciale. Vraiment, on va utiliser cet adjectif-là parce que je ne sais même pas comment qualifier cette année. Depuis là, on attend les Avengers, mais rien ne se passe. Donc, les gars, j'avais décidé de ne pas faire cette vidéo. Sauf que quand j'étais en train de checker mes rushs pour la vidéo que j'étais censée vous poster samedi, je me suis dit que c'était pas possible de juste faire une autre vidéo comme ça sans pouvoir en toucher un mot. Comme moi, je crois que tout le monde a vu Mr. George Floyd mourir sous nos yeux, en train de se faire tuer littéralement par un policier blanc. C'est ouf, c'est pas la première fois que ça arrive. On décrit les violences policières en France, on décrit les violences policières aux États-Unis, on les décrit partout dans le monde dès qu'il y en a. Mais cette fois, en fait, ça a été un peu comme la fois de trop. On ne pouvait pas s'imaginer que ça aurait été la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, mais je crois que le fait de voir ce monsieur mourir comme ça devant nous, sous nos yeux, c'est choquant en fait. C'est très très choquant. Alors, je me suis questionnée parce que je me suis dit, il ne faut pas que je la tourne trop tôt, sinon je vais être énormément dans la passion et je risque de dire des choses que je pourrais regretter plus tard. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est véritablement d'aller, comme vous avez pu le voir dans le titre, au-delà de l'indignation, au-delà des hashtags que l'on va publier, au-delà des images que l'on va relayer. Et c'est une très bonne chose de relayer des images, c'est une très bonne chose de relayer des hashtags, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, c'est très très bien. Cependant, je crois que nous les Noirs, nous avons l'habitude de faire vraiment dans l'émotion. Comment il s'appelle Césaire disait que la raison est hélène et que l'émotion est noire. Et quand j'ai vu cette citation, quand j'étais en seconde, j'étais vénère. Je me suis dit, mais comment il peut dire ça de nous? C'est pas sérieux, quoi. Enfin, j'étais vraiment outrée. Cependant, il faut quand même constater que nous sommes dans l'émotion, dans le sensationnel et même dans le marketing. Je suis diplômée de communication et de marketing et j'ai pu voir, j'ai pu constater qu'il y avait une véritable démarche marketing de la part de certaines marques avec le hashtag I Can't Breathe, avec le hashtag Black Lives Matter, et ça m'a choqué en fait et j'ai trouvé ça indécent. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos et pas qu'une seule. Black Lives Matter, au-delà de l'indignation. C'est comme ça que j'ai décidé d'appeler ces vidéos. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la prise de conscience. Je pense qu'il faut aller au-delà des hashtags. Je dis thanks God parce que quand je vois l'ampleur que les médias sociaux ont aujourd'hui dans la société, je suis à la fois heureuse mais à la fois étonnée. C'est quelque chose que je pense que certaines personnes n'avaient pas prévu. On ne parle plus de réseaux sociaux aujourd'hui mais plutôt de médias sociaux parce que les réseaux sociaux sont devenus véritablement des médias de masse, beaucoup plus importants que les médias les plus conventionnels que l'on connaît. La télévision, le journal. En fait, des personnes préfèrent aujourd'hui s'informer via les médias sociaux parce que l'information est très souvent transmise par des personnes lambda comme elles-mêmes. Et donc, on va avoir davantage confiance en ces personnes-là plutôt que à des grosses entreprises qui vont nous relayer une information qui bien souvent participe à l'avilissement des consciences des gens. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est peut-être un peu grotesque, mais on se rend compte que l'information est très instrumentalisée. Bref, ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est très bien de relayer des images, de relayer des hashtags. C'est très très bien. Et c'est très important parce que lorsqu'on est nombreux à le faire, on finit par forcer la prise de parole des personnes qui vont être décisionnaires. On finit par donner une visibilité réelle à un problème qui existe bel et bien mais qui est caché. Et Will Smith pouvait dire que le racisme a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui on le filme. Et ça va être de plus en plus filmé parce qu'aujourd'hui, avec notre smartphone, nous avons en réalité une vraie caméra, nous avons une petite chaîne de télévision à portée de main parce qu'on peut filmer, on peut relayer des informations, on peut faire des lives, etc. Et on peut être vu partout dans le monde au même moment.
c'est génial, c'est vraiment génialissime. Et il faut continuer à le faire. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Cependant, une fois qu'on a fini de faire ça, une fois que on a publié une photo toute noire mardi à cause du Blackout Tuesday et qu'on a mis plein de hashtags, la vie des Noirs compte, qu'on a mis BLM, qu'on a mis, je sais pas moi, Stop Killing People, Black People, j'ai fait ça moi-même. Mais une fois qu'on a fini de faire ça, and what? C'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Est-ce que on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses s'arrangent? Et le problème, c'est qu'est-ce que c'est que les choses qui s'arrangent pour nous? Est-ce que pour nous, les choses qui s'arrangent, c'est simplement des personnes noires en France, des personnes noires aux États-Unis qui finissent par se fondre dans la masse et qui finissent par être acceptés comme des Français lambda, réellement comme des Français lambda? Est-ce que ce qu'on espère, c'est que les gens ne nous voient plus simplement par notre couleur de peau? Est-ce que ce qu'on espère, c'est de rester là et d'être de bons Français, d'être de bons Américains? Est-ce que c'est ça qu'on espère réellement? Moi, je crois qu'il faut prendre conscience des raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, je n'ai pas la prétention de pouvoir tout vous dire aujourd'hui. Mais pour moi, se lever, faire des choses pour que les choses bougent, c'est pas simplement parce que la vie des Noirs compte. Je crois que plusieurs personnes vont marcher dans la rue, plusieurs personnes vont publier des choses parce qu'elles ont mal au cœur lorsqu'elles voient qu'on a tué quelqu'un. Soit, c'est pas mauvais. Certaines personnes vont le faire parce qu'elles se rendent compte qu'effectivement elles sont noires et qu'elles peuvent être dans la rue et qu'elles peuvent être tuées, elles peuvent être molestées, etc. Elles peuvent être tabassées, elles peuvent être brutalisées simplement parce qu'elles ont une peau noire. Parce qu'on a envie d'être tranquille dans le pays d'accueil où on est, qu'on va militer. J'ai pas envie d'être, comment dire ça, insolente ou... J'ai pas envie de dire que ce ne sont pas des raisons légitimes. C'est très légitime. Cependant, pour moi, il y a des raisons encore plus fortes que celle-là. Il y a des raisons plus fortes que celle-là. Et ce que j'entends par raison forte, c'est réellement la construction d'une nation noire. Ce que je crois, c'est que les actions que nous posons aujourd'hui ne tendent pas vers cet idéal-là. Et je peux comprendre que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi vers cet idéal, mais tout au long de ces vidéos, vous comprendrez pourquoi j'en parle en fait. Aujourd'hui, les actions que nous posons vont permettre que des personnes qui sont censées nous protéger, donc les forces de l'ordre, soient arrêtées, puissent véritablement être jugées comme il le faut, et plus on va réussir à faire ça et on donnera l'exemple, et de plus en plus, même ceux qui pensent qu'ils ont le droit de le faire auront peut-être un peu de mal parce qu'ils craindront d'aller en prison, de laisser leur petite famille, etc. C'est très bien, parce que juste se battre pour qu'on ne nous tape plus, pour qu'on ne nous tue plus et qu'on reste là chez autrui, pour moi, en fait, c'est... Comment le dire? Je vous assure que les mots me manquent pour exprimer clairement ma pensée. Parce que j'estime que le combat que l'on doit mener doit être beaucoup plus grand que notre petite personne. Pour moi, cet idéal de nation noire est au-delà de la nation africaine. Et je ne sais pas si on va comprendre ce que je veux dire. Mais je crois qu'il est temps de considérer que toutes les personnes qui ont la peau noire ou qui ont du sang noir doivent contribuer à la construction de la nation du peuple noir. Il n'est pas ici question d'être africain pour avoir vécu en Afrique, pour être né en Afrique, ou oui, ce n'est pas juste de ça qu'il est question. Pour moi, même les personnes qui n'ont aucun lien avec l'Afrique, pour peu qu'elles aient un peu de sang noir, pour peu qu'elles aient la peau noire, sont les enfants de l'Afrique en fait. Et je vais parler très souvent ici de l'Afrique comme une maman et des Noirs comme étant ses enfants. C'est la vision que j'ai moi de l'Afrique. Pour pouvoir prendre conscience
pour pouvoir construire cet idéal-là, pour pouvoir parvenir à la construction réelle de la nation noire, il faut que nous apprenions à déconstruire toutes les représentations et les constructions sociales identitaires qui nous ont été un peu comme imposées pendant plusieurs années, où nous avons appris à ne pas nous aimer, où nous avons appris que nous sommes inférieurs à l'homme blanc, où nous avons appris que l'Afrique c'est l'endroit où il y a toutes les choses les plus négatives qui puissent exister. Il faut qu'on déconstruise réellement ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir de notre continent. Les Africains sont médisants sur leur couleur de peau, sur leurs cheveux, sur leur terre, sur leurs coutumes. Et j'ai envie de vous poser une question, mais si nous-mêmes on fait ça, pourquoi on doit attendre des autres qu'ils fassent différemment? Combien de personnes je n'ai pas entendu dire « Ah non, mais moi je peux pas aller là-bas parce que y a trop de sorcellerie. Ah mais moi je peux pas aller là-bas parce qu'il y a trop de corruption. » En fait, pendant que nous sommes en train de nous dire à chaque fois qu'il y a trop de corruption, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, on a des multinationales qui se servent très bien dans notre sous-sol. On a des personnes qui viennent prendre tout ce qu'il y a de positif et qui le ramènent dans leur pays et font croire à leurs enfants qu'en réalité, ce continent-là, il est dégueulasse et que nous sommes trop puissants, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, sauf que ça ne leur appartient même pas, ils vont prendre ça chez nous. Nous sommes les premiers à médire sur notre couleur de peau. Combien de femmes noires je n'ai pas entendu dire il faut que j'ai un enfant, un mari blanc, comme ça mes enfants n'auront pas la peau trop foncée. Mais on est où? Combien de femmes, combien d'hommes, je n'ai pas entendu dire ça. Lorsque vous allez commencer à essayer de déconstruire ce qu'on nous a inculqué depuis longtemps, vous vous rendrez compte, par exemple, si vous essayez d'étudier l'histoire de l'Égypte, qui est une très grande civilisation et qui est une civilisation plus vieille que Rome, vous vous rendrez compte qu'à plusieurs reprises, on a essayé de nous faire croire qu'on n'avait pas d'histoire. On a essayé de nous faire croire que notre histoire a commencé lorsque les colons sont arrivés, lorsque les esclavagistes sont arrivés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Il y a énormément de choses que nous apprenons encore aujourd'hui à l'école qui sont le fruit d'un mensonge. On nous a appris à l'école le théorème de Pythagore qui n'est pas le sien. Et c'est terrible parce que ce qu'on nous dit à l'école a une certaine autorité dans ce que l'on va considérer comme étant vrai. Et on a plein de choses qui sont considérées comme vraies, mais qui en réalité ne le sont pas. Et elles sont considérées comme vraies au détriment de la conception que les Africains vont avoir d'eux-mêmes, au détriment de la vérité sur nos origines. La vérité sur la lignée, la noblesse des personnes dont on descend, du peuple dont on descend. Et pour moi, c'est vraiment important de déconstruire tout ça. J'ai essayé de regarder, de repartir, suivre des documentaires qui m'ont édifié. Et du coup, je vais vous laisser regarder ça. Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois. Mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, c'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs. Jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc voilà. On voit ici de profil, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. C'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. C'était le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente qui a été faite jusqu'à présent, qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe. Donc, puisque vous avez là également dans une des tombes 2000 ans avant la balance d'Archimède, le système de balance avec des curseurs afin de déplacer le centre d'inertie. Donc vous avez là tout simplement le point de levier et ici ce qu'on appelle le principe d'Archimède qui disait pour soulever la Terre, donnez-moi un point d'appui, qu'il a rédigé dans un traité
évidemment 2000 ans plus tard, enfin 1500 ans plus tard, et en disant que c'était sa découverte et que c'était lui qui avait découvert toutes ces sciences géométriques. Vous avez ça aussi, là c'est l'autre papyrus de Rhind. Donc vous avez ici donc, le théorème de Thalès. Donc, ça vous trouvez aussi dans des tombes, dans le papyrus. Donc ici, et Thalès lui-même a avoué qu'il avait fait sa découverte en Égypte. Hein. Qu'il avait lui-même fait sa découverte en Égypte. Mais il n'a pas dit que c'était les prêtres égyptiens qui lui avaient enseigné justement cette chose-là. Donc ils se sont tout accaparés. Donc là, ils ont même été jusqu'à calculer des coniques. On retrouve des études de coniques, bon ça c'est pour les matheux, qui sont soi-disant attribuées beaucoup plus tard, plus de 3000 ans plus tard. Là, le calcul de l'ellipse, de la demi-sphère, toutes ces choses-là ont été découvertes déjà avant moins 2000 par les Égyptiens à l'époque. Ça c'est un proche également de Napoléon, donc qui a été avec lui dans les voyages en Égypte. Et qui fait cette citation sur laquelle je terminerai pour vous laisser réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse. En un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs. Donc ça c'est tout le débat de l'époque pour savoir si puisque c'est la période de l'esclavage, on réhabilite l'esclavage qui sera réaboli que plus tard en 1848. Donc on voit que le débat a été posé et la vraie découverte de Cheikh Anta Diop, c'est de montrer même que ces découvertes à lui étaient déjà connues à une époque, mais qu'elles ont été passées pendant plus de 200 ans, jusqu'à la période de Cheikh Anta Diop, sous silence. Personne ne connaissait ces citations. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a encore énormément de scientifiques qui essayent de prouver que les Égyptiens étaient blancs. Il y a des gens qui essayent de prouver que ce n'étaient pas des Noirs qui étaient là-bas. Et c'est normal, si on apprend ça à l'école, que l'on se dise que nous ne valons rien. Parce que, contrairement aux autres pays, ils ont de quoi raconter des choses et ils remontent très loin dans leur histoire et on leur apprend des choses sur eux qui construisent finalement leur identité nationale, qui construisent leur sentiment d'appartenance et de fierté à leur peuple, à leur pays, de manière consciente ou non, ce qui n'est pas le cas pour nous. À l'école, on nous apprend encore leur histoire, on ne nous apprend même pas la nôtre. Si on ne fait pas le choix de s'instruire nous-mêmes, si on ne fait pas le choix d'aller chercher nous-mêmes des informations nous concernant, on va continuer à s'auto-aliéner. Le deuxième élément que je vous ai préparé, c'est celui-là, et je pense qu'il est vraiment important pour comprendre comment on a réussi à créer le concept de race, alors qu'à la base, nous sommes tous noirs. Si vous posez la question autour de vous, combien y a-t-il de races sur la Terre, la réponse est à peu près toujours la même. Il y en aurait 4, chacune déterminée par la couleur de la peau et chacune correspondant à un continent. Eh bien, ce que je vous raconte là est complètement faux. Le problème, c'est qu'un très grand nombre d'entre nous pensent cela, et pire encore, les races pourraient ne pas être tout à fait égales entre elles. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à croire cela, et à le croire encore aujourd'hui, faisant vivre ainsi en permanence le racisme? En fait, il y a de nombreuses couches de racisme dans l'histoire des hommes, le racisme est donc dans nos mémoires, et bien c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Regardez cette carte ethnographique du monde. Elle vient d'un atlas de 1907 du géographe français Vidal de Lablache et l'on y constate la corrélation entre continents et prétendues races qui s'y rattachent. D'après ces cartes, l'espèce humaine est divisée en races, c'est-à-dire des populations qui se distinguent les unes des autres par certains traits héréditaires, comme la couleur de la peau, qui est la différence la plus visible.
Ce type de catégorisation remonte aux travaux de naturalistes comme le français Buffon ou le suédois Linné. Il s'agit au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, de définir, de classer. Par exemple, Carl von Linné, dans Systema Natura, définit 4 variétés d'Homo sapiens, auxquelles il associe une couleur de peau et même des caractéristiques précises. Homo asiaticus, jaune pâle, mélancolique, rigide. Homo afer, noir, flegmatique, décontracté. Homo europaeus, blanc, sanguin, musculaire. Homo americanus. Dans cet ouvrage de 1801, Histoire naturelle du genre humain, on trouve cette illustration montrant 3 profils, de l'Apollon de la statuaire grecque à l'orang-outang, en passant par le nègre, je cite la légende, et dans cette représentation, le nègre forme le chaînon manquant entre le singe et l'idéal humain. Apparaît ainsi vers le milieu du XIXe siècle une nouvelle science qui a pour objectif de mesurer ces différences entre les hommes pour créer des catégories et ensuite les hiérarchiser. Par exemple en s'appuyant sur l'anthropométrie et la craniométrie. Le représentant de ce courant en France est Paul Broca. L'anthropologue allemand Blumenbach, lui, identifie 5 races. On lui doit la dénomination de variété caucasienne, c'est-à-dire blanche, et Blumenbach estimera que la race noire est perfectible. Les théories raciales se voient ainsi confortées par les apports de la science au XVIIIe et XIXe siècle et peuvent ensuite se diffuser largement. Par exemple, le manuel scolaire « Le Tour de France par 2 enfants » nous enseigne qu'il y a 4 races et que la race blanche est, je cite, « la plus parfaite des races humaines ». Et songez qu'entre 1877 et 1977, ce livre est vendu à 8,5 millions d'exemplaires, soit autant d'enfants qui assimilent ces idées-là à l'école. Et ces enfants ont été nos grands-parents, ou peut-être même nos propres parents. Alors cela explique évidemment en partie comment nous avons été conduits à penser de façon aussi fausse. C'est le crâne du milieu, c'était un noir, c'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. Et on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans. Et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré 100 000 ans. Qui va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au 3e crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. Donc c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. Tout à l'heure, je parlais de déconstruction, de représentation, etc. Tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de savoir réellement qui nous sommes, d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes, de savoir qui sont les personnes qui sont en face de nous, pourquoi elles réagissent d'une certaine manière, comment le racisme a fait pour s'enraciner autant dans la société dans laquelle nous vivons, et du coup, comment, une fois qu'on sait comment l'autre il pense, une fois qu'on sait comment les personnes qui sont en face de nous vont penser, et ben on saura quelle est la meilleure manière de réagir pour ajuster les choses.
Quand je parle d'ajuster les choses, je ne suis pas en train de dire que je ne considère pas les Blancs comme étant des ennemis, hein, pas du tout. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont victimes d'ignorance, en tout cas pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien, ou pour les personnes qui sont racistes, je pense qu'ils sont emplis d'ignorance, de méchanceté, et qu'ils sont le résultat d'un système qui a des tentacules bien longues et bien étendues dans notre société et qui date d'il y a longtemps. Qui sommes-nous en tant que peuple? Parce que certains ont dû se créer une nouvelle culture étant loin de chez eux, ne connaissant pas chez eux. Une tonne de métissage a eu lieu. Le résultat, c'est que nous essayons toujours de nous faire accepter des autres alors que ce n'est pas l'objectif. Pour ma part, ce n'est pas l'objectif. Pour moi, il faut véritablement que l'on construise une nation noire. Ça, c'est ce que moi, je crois. Et je pense que ce n'est pas possible tant qu'on ne s'instruit pas. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'il faut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Et comme disait, je crois que c'est, peut-être que je vais me tromper sur l'exactitude des mots que je vais employer, mais il y a un rappeur gabonais qui s'appelle Lord Ekomindon qui disait que dans une de ses chansons, n'oublie pas la noblesse de la lignée dont tu descends. Et beaucoup d'entre nous ne sont même pas conscients qu'ils sont des nobles, tout simplement par ignorance. Tout simplement par ignorance. L'on ne nous respectera jamais si on continue à supplier le respect. Le respect, ça ne se quémande pas, ça ne se demande pas. Le respect s'impose parce qu'on a une voix, parce qu'on a des moyens pour pouvoir se faire respecter, parce que l'on impose quelque chose. Si les Africains ne font pas leur part, je pense que les Noirs du monde entier auront du mal à porter leur regard sur l'Afrique comme étant chez eux. Ceux qui sont restés sur le continent et ceux qui sont sur le continent, et je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui n'est pas sur le continent, quoique n'y étant pas physiquement, mais les vrais vont comprendre. Je considère véritablement que les Africains, vous avez compris la nuance que je fais entre l'Africain et le Noir, nous avons l'obligation de montrer l'exemple et de réunir tous les fils de la mère Afrique sur cette terre. Le but, ce n'est pas que tout le monde... Bon, ça c'est mon rêve, hein, le plus fou, que tout le monde reparte là-bas. Mais je pense que ça, on a le droit de se sentir bien dans un autre pays et de vouloir habiter ailleurs, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on réalise véritablement d'où on vient. Et c'est vraiment important parce que ça nous construit, ça nous structure. Le problème, c'est que quand on ne sait pas d'où on vient, et là, je vais me servir d'une phrase que quelqu'un que j'aime beaucoup a dite. Il disait que lorsqu'on n'a pas d'avis, on finit par adopter les avis de tout le monde. Le truc, c'est que quand on ne sait pas d'où on vient, quand on ne sait pas, on ne connaît pas la richesse de l'endroit où on vient, quand on ne maîtrise pas la noblesse de la lignée dont on descend, on finit par ne plus connaître qui on est, et de surcroît, on croit qu'on est de partout. Et c'est grave, c'est très grave parce que les autres savent très bien d'où ils viennent et il faut qu'on ait un échange d'égal à égal. Vous ne pouvez pas avoir un échange d'égal à égal si vous avez tout le temps la manie, la fâcheuse habitude de mimer les caractéristiques des autres, de mimer de jouer à l'autre. En fait, si je viens parler avec autrui, c'est parce que autrui est censé m'enrichir par sa différence. Sauf que si je suis tout le temps en train de jouer le rôle de mon interlocuteur, je n'apporte rien et je n'enrichis en rien la relation que nous sommes en train de construire, le débat que nous sommes en train d'avoir, la discussion que nous sommes en train de mener. Je crois que j'ai plus ou moins dit tout ce que j'avais prévu de dire. Je ne sais pas, peut-être que certains ne verront pas le lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais pour moi, le lien, il est clair en fait. Il faut arrêter de simplement s'indigner. On s'indigne, c'est bien. On fait des choses, c'est bien. Mais il faut penser plus grand que là où on est aujourd'hui. Il faut penser à des solutions qui sont pérennes. Il faut penser à des solutions qui vont permettre que nos enfants, nos petits-enfants grandissent dans un monde réellement différent. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ose croire et espérer que
que cela vous a plu et que cela vous a aidé et vous a emmené à voir les choses un tout petit peu différemment. La prochaine vidéo traitera des actions que l'on peut concrètement mettre en place pour faire bouger les choses. Et là, il y a toute une partie de la vidéo qui sera consacrée au secteur de la beauté, puisque c'est celui qui m'intéresse, au secteur culturel, au secteur éducatif. Bien sûr, on va parler d'entrepreneuriat, etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se dit donc à très bientôt.